Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui, nous allons parler de l'API de ChatGPT qui est enfin disponible pour les développeurs et les développeuses. C'est juste après l'intro, c'est parti. Alors les amis, aujourd'hui du coup au programme on va commencer avec l'API de ChatGPT qui est enfin disponible pour les développeurs. Donc j'ai essayé de mixer un peu actu de la semaine dernière et de cette voilà et un peu plus récente, histoire de se remettre un petit peu à jour vu que la semaine dernière on s'est pas vu. Mais voilà, ça reste de l'actu relativement fraîche. Donc on commence du coup avec effectivement cet article du siècle digital, et coucou Benta également qui nous rejoint, coucou à toi. Donc, article du siècle du digital qui nous explique que l'API de ChatGPT est enfin disponible aux développeurs et aux développeuses. Alors, de façon onéreuse, c'est pas payant, évidemment. Enfin, onéreuse de façon. Il faut payer, quoi, en gros. Donc, ça ouvre pas mal de perspectives. Hein. On regardera ça un petit peu plus en détail. Ensuite, on enchaînera plus sur du social media avec TikTok. TikTok qui limite son utilisation à 60 minutes pour les adolescents. Donc, une vraie prise de conscience de leur côté. Alors, prise de conscience ou contrainte par la législation qui actuellement bouge pas mal, je ne sais pas, mais on pourra en discuter tous ensemble. Ensuite, le coup d'envoi de Blue Sky, qui est une alternative à Twitter et qui est impulsé, qui est créé par Jacques Dorsey, qui est le cofondateur, l'un des cofondateurs de Twitter. Donc il lance sa propre alternative à Twitter, on en parlera. Et puis ensuite, on parlera de LinkedIn également. LinkedIn qui va lancer les articles collaboratifs. Donc c'est quelque chose qui est, moi je trouve, terriblement intelligent. Dans le sens où ça va mixer, en fait, ça va amorcer des sujets. L'idée, c'est d'amorcer des sujets via de l'intelligence artificielle et complété par des experts. Je vous détaillerai tout ça, mais j'ai lu l'article, j'ai trouvé ça vraiment assez intelligent de leur part. Et on terminera avec, si on a le temps, ce dernier article de Numérama qui nous annonce que la législation, donc la Commission européenne pour être plus précis, annonce vouloir dématérialiser votre permis de conduire pour l'avoir directement sur votre téléphone. Donc on avait parlé, je crois, de la carte vitale qui déjà c'est déjà acté, même déjà plutôt bien en place, mais là ça serait le permis de conduire et il y aurait en même temps une espèce de comment dirais-je, une uniformisation au niveau européen qui permettrait justement de communiquer plus facilement. Donc ben voilà, celles et ceux qui qui potentiellement font des infractions en France en étant, je sais pas moi, quelqu'un d'origine du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie ou autre, peut-être que là maintenant les contraventions vont aller, vont être beaucoup plus, je dirais, se faire de façon plus facile et puis surtout circuler entre les législations des différents pays. Et un dernier truc que j'ai vu passer également récemment, bon, je dirais de façon, on le développera pas plus que ça, mais TikTok qui lance aussi un nouveau format qui s'appelle les séries. On regardera ça ensemble plus tôt. Je pense que je vais le décaler ici, comme ça sera la suite du TikTok, ça sera plus logique. Voilà les amis pour le programme, j'ai fait quelque chose d'assez, voilà, un peu d'IA, un peu de social media, voilà, un peu de tout, hein. J'ai essayé de panacher un peu tout ça. Alors je vous propose qu'on commence du coup, on commence un petit peu cette actualité avec effectivement cette nouvelle du coup annoncée par Siècle Digital. Bon, je vous rassure, ça a été relié par pas mal d'autres que Siècle Digital, mais je trouvais l'article plutôt bien fichu. Et donc l'API ChatGPT enfin disponible aux développeurs. Donc je commence à lire rapidement l'article. Ah évidemment, toutes mes notes ont disparu. J'adore ça. J'adore quand ça fait ça. Il faut vraiment que je trouve une meilleure extension là parce que je sais pas... Ah si, ça y est, ça est apparu. Peut-être un petit reload. Yes. Ouh, coup de bol là, coup de bol. Bon après, l'article je crois qu'il y avait quasiment tout d'intéressant, donc à la limite... c'est pas grave. Alors, on commence du coup avec ce premier article. Donc, OpenAI, l'entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle, a présenté le 1er mars ses API pour son modèle de langage ChatGPT et son système de reconnaissance vocale Whisper. Payantes, elles permettront à OpenAI de couvrir les frais de calcul élevés de ses intelligences artificielles. Bon, ça, on en avait un petit peu vu, c'est que effectivement, au début, tout était gratuit, tout était joli, et puis on se rend compte que les coûts de calcul pour faire tourner tout ce bousin, ben, c'est hyper élevé, donc forcément la facture s'élevant, on va essayer de trouver un modèle économique un peu plus vertueux, en tout cas pour les comptes d'OpenAI.
Alors du coup, depuis cette ouverture, il y a des gros qui sont positionnés dessus, hein, notamment Snap, Shopify, Instacart et d'autres sociétés qui se sont montrées intéressées pour inclure ChatGPT au sein de leur application et qui ont déjà d'ailleurs, si je ne me trompe pas, mis en place un certain nombre d'extensions dans leurs propres applications et autres qui sont basées sur ces API-là. Alors les développeurs peuvent désormais, les développeurs peuvent désormais avoir accès aux API de ChatGPT et de Whisper moyennant quelques dollars. Dans son communiqué, OpenAI indique que le forfait d'utilisation de ChatGPT sera de 0,002 $ pour 1000 jetons, soit environ 750 mots. Celui de Whisper, donc qui est l'équivalent, mais plutôt version reconnaissance vocale, sera de 0,006 $ par minute. Il nous a fallu du temps pour que ces API atteignent un certain niveau de qualité, a glissé Greg Brockman, président d'OpenAI. L'API de ChatGPT utilise le modèle GPT 3.5 Turbo, une version moins coûteuse du système de langage rendu célèbre en décembre dernier. D'après le dirigeant d'OpenAI, celui-ci permettrait de réduire drastiquement les frais de ChatGPT. Il améliorerait également l'expérience de l'entreprise d'autres façons. Donc il y a une citation qui dit: si vous créez un moyen d'enseigner alimenté par l'IA, vous ne voulez pas que celui-ci se contente de donner la réponse, mais qu'il explique et qu'il aide à comprendre. Donc en fait, il y aurait aussi une notion de contexte en plus de délivrer une information, puisque dans le cadre d'une API, vous pouvez interroger l'API et avoir un certain nombre de métadonnées, de données supplémentaires. Donc voilà, il y aurait cette notion de contexte également, de pourquoi est-ce qu'on a telle ou telle réponse. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, le Greg? Il nous dit: c'est un exemple de système qu'il est possible de construire. Nous pensons que ce sera quelque chose qui rendra l'API beaucoup plus utilisable et accessible. Donc voilà, là on est plus dans la technique et dans l'expérience de développeur. Alors comme je l'ai dit précédemment, du coup il y a déjà des entreprises qui sont positionnées et qui l'utilisent, notamment Snapchat. Plusieurs grands noms du secteur de la tech comme Snap, Quizlet, Instacart, Shopify et Speak se sont d'ores et déjà appropriés les nouvelles API d'OpenAI. Donc MyAI, c'est pas facile à dire ça. MyAI, le chatbot de Snapchat à destination des abonnés Snapchat Plus, dévoilé dans la foulée, repose entièrement sur le modèle de ChatGPT. Donc du coup voilà, c'est un premier exemple d'utilisation, un bot 100% intégré on va dire à Snap qui se base sur ChatGPT. Ensuite on a un autre exemple qui est pas mal, donc Instacart qui est, alors personnellement je ne connaissais pas, qui est en fait c'est une application on va dire qui vous permet notamment de commander des ingrédients pour vos menus et autres, et donc en fait ils l'ont tourné de façon à pouvoir vous suggérer des menus. Donc ça peut être aussi intéressant. Donc ce qu'ils disent c'est que alors que Snapchat ne permet que de converser entre guillemets, d'autres sociétés poussent l'expérience beaucoup plus loin. C'est le cas d'Instacart, spécialiste de la livraison de produits alimentaires, qui offre à ses utilisateurs la possibilité de demander des conseils sur son application à l'aide de ChatGPT. L'IA d'Instacart permet de soulager la charge mentale relative liée au moment de faire les courses et la planification des repas. Nous sommes ravis de commencer à expérimenter avec eux, donc ça c'est ce que dit Greg Brockman, qui est côté OpenAI. Si l'inclusion de l'intelligence artificielle propulsée par les modèles d'OpenAI dans les applications rencontre un succès, nul doute que d'autres entreprises chercheront à obtenir leur part du gâteau. Donc ça c'est ce qu'il faut voir qu'il y a de plutôt intéressant. Alors attendez, il faut que je tousse. Ce qu'il y a de plutôt intéressant, c'est que dès lors que vous commencez à ouvrir en fait votre service au niveau voilà, dans une API ou ce genre de choses, ça veut dire que potentiellement il va y avoir beaucoup d'applications, enfin de domaines d'application auxquels vous n'avez pas pensé en fait, qui vont se baser là-dessus, et donc ça peut donner beaucoup d'idées. Donc je sais pas s'il y a des développeurs dans le chat ou des développeuses, mais voilà, potentiellement vous pouvez avoir à utiliser cette API là, l'utiliser dans votre cadre, et peut-être que voilà, je sais pas moi, si vous bossez pour un SaaS, si vous bossez pour ou si vous développez des outils internes, ce genre de choses, il y aura peut-être certaines applications bien précises dans lesquelles il y aura un intérêt en fait d'utiliser ChatGPT, et vous pouvez développer votre propre service basé là-dessus avec vos propres besoins, et voilà, le faire de façon complètement autonome et complètement custom.
Voilà un petit peu pour l'idée, donc très très cool du coup, ChatGPT qui ouvre enfin ses API. Après évidemment c'est payant, donc voilà, ça va être quelque chose qui sera à prendre en compte, mais en tout cas la feature est là. Voilà un petit peu, voilà un petit peu. On va enchaîner du coup avec l'article suivant, si vous le voulez bien, du coup, qui est un article de CNET qui parle de TikTok. Alors bon, on a vu qu'il y a pas mal de choses qui commencent à se mettre en place au niveau de législation, hein, le législateur qui met en place de plus en plus de choses, que ce soit au niveau européen ou au niveau français. Pas mal de choses pour protéger, on va dire, les ados, les accompagner dans la démarche digitale, enfin numérique, pardon, puisque voilà, beaucoup trop de jeunes ados passent beaucoup trop de temps chaque jour devant les écrans. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et donc, TikTok qui a décidé d'agir, du coup, visiblement, et qui limiterait l'utilisation à 60 minutes pour les adolescents. Donc ce serait une limite qui serait définie par défaut, qui serait désactivable et réglable, je préfère vous le dire, mais en tout cas, déjà il y aurait par défaut en fait en fonction de l'âge de l'utilisateur, il y aurait ce genre de limite. JP qui met dans le chat, très très cool, dans la sphère des devs, ça bouge énormément. En ce moment, il y a un DevRel de Vercel qui publie plusieurs side projects sur de l'IA avec un lien. Alors attends, je regarde ça, JP. Donc j'imagine que tu parles de l'article précédent. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le terme, DevRel, c'est Developer Relationship. Alors ça se dit aussi Dev Advocate ou Evangelist. En gros, c'est des gens qui vont être embauchés pour des sociétés, donc comme l'a dit JP par exemple, Vercel, pour aller promouvoir, on va dire en quelque sorte, pour aller promouvoir un peu leur technologie et puis expliquer comment ça fonctionne, etc. etc. Et alors, du coup, tu nous parles de ce monsieur Hassan, voilà, développeur advocate à Vercel. Ok, et qui fait quoi du coup? Il publie des side projects sur de l'IA. Ouais, bah de toute façon, là en ce moment, l'IA c'est un peu. On en est un peu envahi, on ne parle que de ça, ça devient même limite agaçant. Et donc, du coup, j'imagine que c'est des choses basées sur ChatGPT. Attends, je regarde. Voilà, Room GPT, redesign your room in a second with AI. Pardon, mais désolé, mais sérieux quoi, redesigner ta room. Bon, après, j'imagine les gens qui sont en déco d'intérieur, peut-être qu'eux, ils vont kiffer. Hein. Mais bon, bref. Bon, en tout cas, ouais, effectivement, il y a beaucoup de devs qui commencent à mettre en place ce genre de choses. Et là, nul doute qu'en ayant des accès directement à l'API de ChatGPT, c'est clair que ça va démultiplier le nombre de choses qu'on voit. Irlad, coucou à toi qui apparaît dans le chat, bienvenue. Il a fait Room et aussi... Alors JP qui met, il a fait Room et aussi GPT, un GPT qui crée des messages de commit automatique. Ah oui, j'avais vu passer ça. Effectivement. Donc, pour celles et ceux qui ne seraient pas tech, quand vous faites du code, en fait, vous poussez votre code sur, on va dire, un genre de cloud, en quelque sorte, un serveur distant. Ou pas d'ailleurs, parce que vous pouvez aussi auto-héberger. Et donc en fait votre code, à chaque fois que vous le poussez, il faut mettre un petit message, et c'est quelque chose qui peut être relativement pénible des fois parce qu'on n'a pas la créativité, surtout quand on vient de se taper plusieurs heures de code. Et donc effectivement, j'avais vu passer pas mal de trucs comme ça qui suggéraient des messages de commit de façon automatique, et l'avantage c'est qu'au moins on peut définir une structure pour avoir vraiment un message qui soit très clean quoi. Ah ouais, du coup, en plus, ah ok, il analyse ton code et il le fait par rapport à tes modifs à toi. Ok, ah ouais, ça c'est stylé ça. Ça c'est stylé. Mais maintenant que tu me le dis, ça me dit quelque chose ce truc. Donc effectivement, il va analyser le code que vous voulez pousser, puis en fonction de suggérer le bon message. Ça peut être vraiment, vraiment un truc très qui peut paraître bête, mais qui est vraiment hyper utile au quotidien. Alexis qui met, il y a Interior AI dans le même genre. Ok. Bon, de toute façon, je te dirais en ce moment... Des IA, t'en as dans tous les sens et on voit que de ça. Et moi, je le vois hein, au niveau des actualités, c'est un truc de fou. Hein. Tu peux pas faire une matinale sans parler d'intelligence artificielle, c'est assez dingue. Ok, bah écoutez, merci pour votre partage en tout cas, les gars. Et intéressant, mais je vous dis, je suis sûr que là que l'API est ouverte, on va voir de ces trucs assez fous. Mais certains, je pense qu'ils pourraient être vraiment hyper pertinents parce que, étant donné que c'est une API
qui va être ouverte. Ça veut dire que n'importe qui pourra l'utiliser, que donc il y a des cas d'usage auxquels on ne pense pas forcément. Moi par exemple, c'est vrai que autant ça me saoule de parler tout le temps de ChatGPT, autant là je me suis dit pour le truc de la liste de courses, c'est hyper intelligent quoi. D'avoir des suggestions de recettes, ce genre de choses, ça peut être méga stylé. Et derrière, tu n'as plus qu'à cliquer sur un bouton et boum, tu as tous tes ingrédients qui sont qui sont intégrés quoi. Ça peut être très cool. Alors du coup on continue rapidement, on enchaîne avec CNET, du coup un article de CNET et TikTok qui limite son utilisation à 60 minutes pour les ados. Donc je vous lis ça rapidement, on réagit, n'hésitez pas à mettre dans le chat parce que le but c'est aussi d'échanger, pas que je parle tout seul comme un pauvre streamer que je suis. Donc n'hésitez pas à mettre des messages dans le chat et puis on réagit ensemble. Donc un temps d'écran limité à 60 minutes par jour. Les utilisateurs de TikTok âgés de moins de 18 ans verront leur temps d'écran limité automatiquement à 60 minutes. Donc ça sera activé par défaut. L'application de vidéo en format court précise que cette durée d'écran par défaut s'appliquera aux comptes nouveaux et existants qui n'ont pas encore utilisé cet outil. Les adolescents peuvent désactiver ce paramètre, donc ça sera désactivable. Mais s'ils le font et passent plus de 100 minutes sur l'application en une journée, TikTok les invitera à fixer une limite quotidienne de temps d'écran. Donc voilà, même s'ils peuvent désactiver, si jamais on excède les 100 minutes, il y aura quand même un message qui va les pousser en fait à définir une limite. TikTok fixera également une limite de 60 minutes par défaut pour les personnes de moins de 13 ans qui utilisent une version de l'application destinée aux jeunes utilisateurs. Donc là, visiblement, bon, déjà moins de 13 ans, je trouve ça what the fuck à moins de 13 ans, tu passes autant de temps sur TikTok, mais bon, peu importe. Et là, visiblement, ça sera quelque chose de plus ou moins obligatoire. TikTok a ajouté davantage de contrôles parentaux également. Car les législateurs, les groupes de défense des enfants et autres personnes inquiètes de la façon dont les applications de médias peuvent nuire à la santé mentale des adolescents. Oui, donc en fait, ça c'est ce que je disais, il y a il y a de plus en plus au niveau législation de choses qui sont en train de popper, on l'a vu au travers des différentes matinales précédentes. Pas mal de contrôles et l'État ou même l'Europe qui essaye de contrôler un petit peu plus ce qui se passe avec beaucoup de lois qui sont en train d'être votées. On avait vu notamment, il y avait une loi sur toutes les influenceurs qui encadre un peu justement les influenceurs et influenceuses dans les propos qu'ils tiennent, etc. etc. Donc ça fait suite et ça paraît totalement logique. Et donc TikTok qui prend un peu les devants. Alors ensuite, tac, où est-ce que... Oui, donc un contrôle parental, effectivement. Donc les applications de médias sociaux proposent de plus en plus de contrôles parentaux et de paramètres de sécurité, mais il peut être difficile d'inciter les gens à utiliser ces fonctions. La fixation d'une limite de temps d'écran par défaut pourrait inciter davantage d'utilisateurs à essayer la fonction. Puisque effectivement, vu que ça sera activé par défaut, les gens vont avoir une vraie prise de conscience et ça c'est plutôt intéressant. Et donc je trouvais que ce chiffre assez intéressant. Il disait que TikTok a déclaré que lorsqu'ils ont testé le paramètre par défaut, l'utilisation de l'outil a bondi de 235%. Donc ça veut dire que typiquement des fois vous allez mettre en place des contrôles parentaux, des limites, des choses comme ça qui visent à protéger. Le problème c'est que c'est caché on ne sait trop où et personne ne sait ni même n'est au courant que ça existe. Et là du fait que ce soit activé par défaut, vraie prise de conscience, 235%, ça veut dire que ça a été vachement multiplié et qu'on a pas mal utilisé cette feature du fait qu'elle est activée par défaut. TikTok propose également davantage de contrôles parentaux, notamment un moyen pour les parents de filtrer les vidéos qui contiennent des mots, des hashtags qu'ils ne veulent pas voir apparaître dans le flux de leurs adolescents. Ils pourront en outre désactiver les notifications TikTok à une certaine heure et pourront par ailleurs définir des limites de temps d'écran personnalisées et programmer une heure pour couper les notifications. Puisque jusqu'alors apparemment donc il y avait une limite quotidienne de 40, 60, 90 ou 120 minutes. Donc là ça va être beaucoup plus poussé, vachement plus de features qui vont apparaître. Selon l'Académie française de pédiatrie, les enfants passent en moyenne 7 heures par jour sur les médias de divertissement. C'est énorme, 7 heures par jour. Alors quand ils disent enfants, je ne sais pas de quel âge est inclus, mais ça me paraît complètement dingue. Et cela inclut le temps passé sur les applications de médias sociaux. Les préoccupations relatives aux médias sociaux et à la consommation de médias vont également au-delà de leur santé mentale. Le groupe recommande aux familles de mettre au point un plan média. Voilà, un plan média donc... En gros, gérer ça au niveau directement au sein de votre famille, de limiter les temps d'écran en fait et d'éviter de s'abrutir tout simplement.
Alors, encore un petit lien de JP qui apparemment est sympa. Regarde ça, j'imagine encore de l'intelligence artificielle. Hop. Alors, de quoi s'agit-il? Un studio? Oula, faut que tu m'expliques. Notre software vous permet de customiser vos créations uniques. Ah ouais. Ok, donc en fait, ça va être, j'imagine, tous les personnes qui font des vêtements ou ce genre de choses. Et donc, tu as directement, en fait, une IA qui va venir poser ça sur un mannequin, en fait, sur un modèle. Et du coup, et tu peux directement avoir tes photos et RIP les shootings qui coûtent très très cher, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu l'idée. Pas mal, pas mal. Je connaissais pas du tout. Non, mais il y a tellement de choses, franchement, qui se font au niveau des IA, c'est un truc de fou. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Voilà, donc la limite de TikTok, bah écoutez, moi je trouve ça pas mal, dans tous les cas, quoi qu'on en dise, même si je pense qu'il faut être honnête, ils font ça parce que bah, ils anticipent que là, au niveau législation, il va y avoir de plus en plus de contraintes qui vont apparaître, c'est à peu près certain. Donc on va pas faire style, ouais, TikTok, ils sont vertueux, etc. Mais ils prennent les devants en tout cas. En ce moment, ils sont la cible dans pas mal de pays de critiques. Il y a beaucoup de gens qui essayent de les faire interdire. Je sais qu'au niveau des... même au niveau des... Comment ça s'appelle les membres du gouvernement, des députés, choses comme ça. Je sais plus si je sais plus où est-ce que c'était, mais en France, il me semble que il y a certaines fonctions avec où ils ont des téléphones et ils ont carrément interdit TikTok, l'utilisation de TikTok dessus. Aux États-Unis, c'est le cas en tout cas, c'est sûr. Voilà, donc ils sont un peu dans le viseur, on va dire, donc bah, ils prennent les devants sur ce genre de choses et ça permettra un peu de protéger, en tout cas à minima, certains ados et c'est une très bonne chose. Voilà, alors tant qu'on est dans la thématique TikTok, sans entrer plus dans le détail, sachez qu'il y a un nouveau format qui va faire son apparition qui s'appelle les Series. Donc j'ai relevé ce petit paragraphe qui était intéressant. Donc développer en tenant compte de l'intérêt. Alors ça c'est un article qui est directement issu de leur blog, donc c'est eux qui parlent. Développer en tenant compte de l'intérêt de notre communauté pour le partage d'expériences authentiques et d'expertise, la solution Series permet aux créateurs éligibles de publier des collections de contenu premium à l'accès payant. Donc ça on en avait parlé la dernière fois. TikTok, comme beaucoup de réseaux sociaux, essaye de plus en plus d'innover au niveau du modèle économique, puisque la publicité et toute la partie voilà, placement publicitaire en fait ne suffit plus. Le contexte économique est assez compliqué. En plus, il y a de plus en plus de restrictions au niveau de comment on peut traquer les utilisateurs, etc. Apple, notamment, a fait une mise à jour, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'était l'année dernière, qui oblige en fait à recueillir le consentement des utilisateurs pour pouvoir les traquer, etc. Ça avait fait perdre beaucoup d'argent. Je crois que je ne sais plus à qui c'était, je crois que c'était notamment à Meta, ça avait fait perdre pas mal d'argent. Et donc, ils essayent d'innover au niveau des modèles économiques. Et il y avait cette notion de paywall, c'est-à-dire de payer pour pouvoir avoir accès à certains contenus, qui était quelque chose de plutôt innovant en fait dans le cadre je dirais, d'un réseau social grand public tel que TikTok. Ça existe sur d'autres, mais voilà, type les trucs style OnlyFans qui sont plus pour du contenu pour adultes, on va dire. Mais là, sur du contenu grand public, ben, ça n'existait pas encore. Et donc, en ce moment, il y a une petite guéguerre pour essayer de faire gagner le plus avoir des modèles qui permettent aux créateurs de contenu de gagner le plus d'argent possible. Et donc, ben voilà. Et au passage, ben, ramasser aussi, évidemment, ramasser une petite commission. Et donc ça, ben voilà, ça commence à être mis en place. Et donc, les séries qui sont donc mis en place. Donc une série peut comprendre jusqu'à 80 vidéos, chacune d'une durée maximale de 20 minutes, offrant ainsi aux utilisateurs un nouveau format plus long pour regarder leurs créateurs et leur contenu préféré. Les créateurs peuvent définir le prix qui reflète le mieux la valeur de leur contenu exclusif de leur série. L'accès à ces contenus peut être acheté via des liens direct dans la vidéo ou sur le profil du créateur, et grâce aux séries, les créateurs peuvent renforcer leur lien avec leur communauté tout en leur offrant un autre moyen de soutenir les créateurs. Voilà. Donc voilà, le plan de TikTok continue à se dérouler gentiment et une partie du contenu qui va devenir payant désormais. Potentiellement commencer à vous y habituer parce que j'ai l'impression qu'au niveau des réseaux sociaux c'est une tendance qui est vraiment très globale et voilà, je pense que la création 100% gratuite c'est bientôt terminé. C'est bientôt terminé, pardon.
Alors, du coup, on va continuer sur notre lancée de la partie social media avec l'article suivant. Et il s'agit d'un article du coup du siècle du digital qui parlerait d'une nouvelle alternative à Twitter qui s'appelle Blue Sky. Hop, je regarde, je vérifie un petit truc, les amis. Yes, c'est bon. Donc Blue Sky, une alternative lancée par Jack Dorsey. Donc je sais pas si ce nom vous parle, mais Jack Dorsey, c'est l'un des cofondateurs de Twitter. Et qui a donc, et encore une fois mes notes ont disparu. Voilà. Donc coup d'envoi pour la bêta fermée de Blue Sky sur iOS, la plateforme concurrente de Twitter et Mastodon, créée par Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, commence donc à accueillir ses tout premiers utilisateurs 2 jours seulement après son entrée sur l'App Store. Comme le précise Engadget, l'accès à la bêta privée de Blue Sky, qui ne sera à terme accessible que sur invitation, requiert pour l'instant une inscription sur liste d'attente à cette adresse. Donc effectivement, si vous regardez, vous avez un petit lien en fait et vous pouvez vous inscrire directement à Blue Sky. Je peux vous partager ça dans le chat comme ça si jamais ça vous intéresse. Moi je me suis inscrit histoire de pouvoir avoir accès à cette bêta fermée. Donc sur le plan des fonctionnalités, Blue Sky semble emprunter beaucoup à Twitter, mais avec quelques particularités tout de même. D'après les premières descriptions, alors par contre je me rends compte que j'ai pas partagé mon écran. D'après les premières descriptions du service, on y trouve notamment un onglet Quad 9 aux côtés d'un système de création de posts simplifié. Le tout grâce à un bouton plus. Pour le reste, Blue Sky se contente d'une interface et de fonctionnalités assez proches de celle de Twitter, avec une timeline sur la page d'accueil et une recherche permettant de trouver des utilisateurs à suivre et de consulter leurs publications. Donc là, bon, jusqu'à présent, rien de trop nouveau. Fondé en 2019 sous la forme d'un projet financé par Twitter, à l'époque où Jack Dorsey en était encore le dirigeant, Blue Sky a depuis ses débuts pour vocation d'offrir une alternative décentralisée à Twitter. Donc ça serait quand même une petite nouveauté, c'est-à-dire que ça serait fait de façon décentralisée comme Mastodon. Donc ça veut dire que c'est pas eux spécifiquement qui hébergeraient en fait... il n'y aurait pas un Twitter unique, enfin, il n'y aurait pas un Blue Sky unique, ça serait quelque chose fait de façon décentralisée. En 2021, la plateforme commençait toutefois à voler de ses propres ailes en devenant une société indépendante, mais toujours sous la houlette du cofondateur de Twitter. L'intéressé a souvent précisé son approche vis-à-vis de Blue Sky, expliquant que les médias sociaux ne devraient pas être contrôlés par les entreprises ou les gouvernements, et que seuls les auteurs devraient avoir le pouvoir de supprimer leur contenu sur ces plateformes. Une réflexion qui a été menée suite à la suspension du compte Twitter de Donald Trump en 2020, mais aussi un cap que Blue Sky est censé tenir dans l'ombre d'un Twitter de plus en plus critiqué depuis son rachat par Elon Musk. Alors ça, je sais pas ce que vous en pensez vous dans le chat, n'hésitez pas à me dire, ça m'évitera de parler tout seul. L'utilisation, cette hypothèse selon laquelle les réseaux sociaux devraient voler de leurs propres ailes et être complètement décentralisés de façon à ne pas, ne pas empêcher, je dirais, les utilisateurs et les créateurs de contenu à éviter en fait que leur contenu soit supprimé à leur insu et qu'il y ait un contrôle total en fait finalement par le gouvernement et par l'entreprise elle-même. Ça pose des questions qui vont au-delà de la technique, hein, mais typiquement Donald Trump qui a été bloqué, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je sais qu'il y avait eu pas mal de polémiques là-dessus, notamment sur quand il a commencé à dialoguer avec Facebook pour reavoir à nouveau ses comptes débloqués, parce que il avait été bloqué suite à, je crois que c'était l'appel, quand il a perdu en fait au présidentiel, il avait appelé à... je sais plus où est-ce qu'ils étaient allés, c'était le Parlement ou je sais plus quelle institution des États-Unis, et puis il avait envoyé tous ses fanboys et fangirls, et du coup suite à ça il a été pas mal il a eu des bâtons dans les roues au niveau des réseaux sociaux, pas mal de comptes qui ont été suspendus, etc. etc. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas de se dire qu'on a quand même un petit système de modération, parce qu'aujourd'hui on voit certaines dérives, hein. Vous voyez un réseau social comme Twitter par exemple, franchement c'est un pugilat quoi. Il y a des gens qui se font lyncher en direct, qui prennent des milliers et des milliers de messages, donc psychologiquement hyper chaud à gérer. Si vous n'avez pas un mini système de modération et qu'en gros c'est let's go, tout le monde fait ce qu'il veut, moi j'ai un peu peur que ce soit le Far West quoi. C'est ce qui me fait un peu peur. Après, à contrario, c'est clair que y a des entreprises typiquement
qui vont pousser des contenus et qui vont gérer leurs algos selon des intérêts financiers qui font que ça va pas dans le sens de la création de contenu, puisque ben, voilà, finalement, quand vous allez arriver sur un réseau social, ben, on va toujours vous pousser, on va vous enfermer dans une espèce de silo, à vous pousser toujours les mêmes types de contenus pour que vous restiez le plus possible, et puis à pousser des publicités et des choses selon qui a mis la main au portefeuille. Ouais, donc c'est une question qui est pas évidente, hein, de se dire est-ce qu'on doit faire du 100% décentralisé, est-ce qu'on doit faire en sorte que tout soit géré par les utilisateurs eux-mêmes. Mais voilà, en tout cas Blue Sky, sachez que vous pouvez vous inscrire sur cette bêta fermée et demander un accès. Et puis voilà, on va voir au niveau des fonctionnalités, voir si ça tient la route ou pas. Mastodon, j'ai l'impression, c'est un peu en dents de scie, hein. Il y a des moments où ça monte avec beaucoup d'utilisateurs, puis des fois ça redescend. Mais Twitter a l'air de tenir cap en tout cas et d'avoir toujours pignon sur rue. Voilà, on enchaîne du coup avec un article suivant, un article du blog du modérateur. Je veux bien votre avis là-dessus parce que je trouve que la fonctionnalité est assez intéressante et plutôt intelligente et bien exploitée. Donc LinkedIn qui lance un nouveau format, qui lance les articles collaboratifs pour les experts. Comment ça marche? Alors les articles collaboratifs, LinkedIn vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité sur sa plateforme, les articles collaboratifs. Ces publications seront initiées par l'intelligence artificielle, puis complétées par des experts. Ok. Donc, cette nouveauté n'est pas surprenante lorsqu'on sait que LinkedIn appartient à Microsoft, qui a investi massivement dans l'IA avec la technologie d'OpenAI ces derniers mois. Les articles collaboratifs de LinkedIn seront introduits donc par une intelligence artificielle. Celle-ci permettra de mettre en avant une problématique relative à certains métiers. Le réseau social précise par ailleurs que les sujets pourront être généraux, couvrant alors un large éventail de professions. Donc par exemple, comment puis-je obtenir une promotion? Voilà, ça peut être un exemple de problématique large qui touche beaucoup de personnes. Mais également s'adresser à une niche. Comment puis-je faire de la publicité pour la génération Z? Voilà. Donc ça va être assez varié, on va dire. Mais en tout cas, l'idée c'est que c'est l'IA elle-même, en collaboration évidemment avec les équipes internes de LinkedIn, qui va créer et pousser un certain nombre de sujets et de problématiques en fait, qui par la suite vont être alimentés par des experts. Donc c'est ce qu'explique l'article. Ces articles auront vocation à être complétés par des experts identifiés par la plateforme, qui seront invités à partager leurs connaissances. Comme le précise LinkedIn, l'intelligence artificielle a pour rôle de lancer la conversation uniquement. Donc on a une citation: les articles collaboratifs sont des sujets de connaissances publiés par LinkedIn avec des idées et des perspectives ajoutées par la communauté LinkedIn. Ces articles commencent comme des amorces de conversation alimentées par l'IA, développées avec notre équipe éditoriale, mais ils ne seront pas complets sans les idées de nos membres. Un groupe restreint d'experts a été invité à apporter ses propres idées, exemples et expériences dans les articles. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est de dire on va essayer d'aller déterrer certains sujets, on va essayer d'aller trouver les sujets du moment grâce à l'IA, grâce à l'équipe éditoriale. Enfin voilà, ça va être fait de façon un peu conjointe et on lance des sujets sur des thématiques métiers. Typiquement, je sais pas moi, on peut parler de design et lancer un sujet et dire dans quel cas est-ce qu'on doit utiliser un design system? Est-ce que l'utilisation d'un design system est bonne dans tous les cas? Est-ce que l'approche atomique a des vertus efficaces? Enfin voilà, on peut partir sur des sujets très précis sur certaines niches, comme des sujets beaucoup plus vastes. Et ensuite, donc il y a une espèce de système qui va cibler en fait des experts et des leaders d'opinion sur ce sujet-ci, et les inviter à apporter leur contribution. Donc vraiment, on incite les gens à aller créer du contenu, et ça va tout à fait avec ce qu'on avait vu jusqu'à présent, puisque LinkedIn, on a vu qu'il était considéré de plus en plus comme une source d'information à part entière, et que de plus en plus de gens en fait créent du contenu directement sur LinkedIn et se renseigner directement sur LinkedIn, et devenait vraiment une vraie alternative typiquement à un Twitter ou ce genre de choses. Donc les articles collaboratifs apparaîtront dans votre fil d'actualité LinkedIn et seront accessibles via une fonction de recherche au sein d'une section dédiée dans les pages de compétences.
Vous recevrez également une notification si un nouvel article est publié dans une page de compétences que vous suivez. Voilà, donc ça sera vraiment fait à part. Ça, je trouve que c'est plutôt pas mal de bien comprendre que c'est quelque chose qui sera à part du reste. Il sera par ailleurs possible d'y accéder via une requête dans les moteurs de recherche. Vous aurez ensuite la possibilité de réagir aux articles, mais également aux différentes contributions afin d'évaluer leur pertinence. Donc quand les experts identifiés vont potentiellement s'ajouter au débat, créer du contenu en rapport avec la thématique, vous aurez la possibilité, vous en tant qu'utilisateur lambda, d'aller juger en fait de la pertinence de tel ou tel de ce qu'a écrit tel ou tel expert ou experte. Vous pourrez aussi les enregistrer comme c'est déjà le cas pour les publications apparaissant dans votre flux. Donc voilà, on peut les mettre de côté. Bon, ok. Ensuite, pour qui peut intervenir dans les articles. Donc pour la contribution aux articles, LinkedIn identifiera un panel d'experts. Ces derniers seront sélectionnés en fonction de leurs compétences et de leur expérience, mais aussi en prenant en compte leur activité sur le réseau social. La plateforme précise par ailleurs qu'elle sera attentive à l'engagement dans les articles, notamment via les réactions, pour la sélection des experts. Donc ça veut dire que typiquement... si je reprends mon exemple de design system, peut-être qu'ils vont identifier Basti UI, Romain de The KakaOS Theory par exemple, qui est également aussi un peu leader sur le sujet, Laurent par exemple de l'équipe design system de Decathlon. Voilà, ces gens-là vont être directement identifiés, apporter leur contribution, et ensuite en fonction des réactions qu'elles suscitent en fait, typiquement ça va aider LinkedIn à identifier qu'effectivement ces experts sont pertinents sur le sujet. The Viking Dev, salut à toi, qui dit j'en fais partie, j'ai abandonné Twitter et ne m'informe uniquement que sur LinkedIn, et salut. Voilà, c'est un exemple, c'est exactement ce qu'on disait la dernière fois. Il y avait un article qui était paru là-dessus, donc je sais plus, c'était il y a peut-être 15 jours, quelque chose comme ça, où en gros, effectivement, comme ton cas, The Viking Dev, de plus en plus de gens en fait ne s'informent que par le biais, je ne sais pas, mais en tout cas LinkedIn est devenu une source d'information à part entière, et donc les gens effectivement s'informent par ce biais là, et ça c'est une tendance qui est de plus en plus forte, notamment depuis les affaires de Twitter, où les gens en ont un peu marre de tout ce qui se passe, et que c'est un peu du tout et du n'importe quoi, et donc cherchent des alternatives. The Viking Dev qui met je parle peu, je suis sur mon tel, c'est long à écrire. Non, mais t'inquiète pas, c'est déjà très gentil d'interagir, parce que tu vois, je suis un peu seul ce matin. J'ai l'impression que les gens dorment, mais c'est normal. On n'a pas streamé depuis une semaine et Twitch est impardonnable pour ça, tu vois. Donc ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, tu peux rester dans l'ombre. C'est déjà très gentil de participer, d'être présent et de nous écouter ce matin. Donc voilà, en tout cas, sachez que moi j'ai trouvé ça très intelligent. J'ai trouvé ça très intelligent parce que pour le coup, là je trouve que le côté intelligence artificielle est bien utilisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à dire que ça va nous remplacer, machin, les robots vont débarquer avec Will Smith dans iRobot. Pas du tout, l'idée c'est vraiment de dire, ok, peut-être que via l'IA on peut commencer à lancer certains sujets, essayer de déterrer et de poser certaines questions, certaines problématiques qui peuvent être identifiées dans le flot d'informations sur les réseaux sociaux et autres. Et ensuite, on incite comme ça des experts à aller intervenir sur le sujet. Moi, je trouve ça assez brillant parce que du coup, il y a une espèce de reconnaissance, c'est-à-dire que le Dauphinois, coucou, première fois dans le chat, hello à toi. Il y a quand même une forme d'intelligence, je trouve, dans ce système-là, parce que du coup, les experts, en fait, voilà, indirectement, vous recevez une notification comme quoi vous êtes identifié comme expert sur une question, vous vous sentez plus ou moins poussé et obligé, on va dire, à intervenir sur le sujet parce que c'est censé être votre sujet de prédilection, et en plus il y a un côté un peu reconnaissance qui est très valorisant, donc c'est hyper intelligent de leur part, quoi. C'est hyper intelligent de leur part. Et ça va faire de la création de contenu de qualité, en fait, sans payer des gens pour le faire, quoi. Donc où est-ce que j'en étais? Donc effectivement, bon, on a expliqué un peu le système de fonctionnement d'identification des experts. Les personnes sélectionnées à collaborer recevront une notification les invitant à participer à un article. Elles auront alors une section indiquant, entre guillemets, aidez-nous à débloquer les connaissances de la communauté, ajoutez vos idées à cet article collaboratif alimenté par l'IA. Fin de citation, voilà.
En accédant à l'article, les experts pourront alors rédiger une contribution contenant 125 à 750 caractères sur différents paragraphes de l'article en cliquant sur l'icône ampoule. Les lecteurs indiqueront qu'ils trouvent la contribution pertinente. Voilà, donc on a une espèce d'aperçu comme ça. C'est quand même très rigolo, mais moi je trouve ça vraiment brillant, hein, parce que je me dis... ce côté collaboratif, je me place, imaginons je suis un expert intelligence artificielle par exemple, il y a un sujet là-dessus, je vois tous mes confrères un peu influenceurs, je sais pas quoi, sur le sujet en train d'intervenir, je peux pas ne pas intervenir. Forcément ça va m'inciter, ça va me trigger à fond, et je vais être là, bon ok, il faut que je suis obligé de participer au débat pour prouver que j'existe bien, quoi, donc voilà. Le Dauphinois, première fois, pas tout à fait, en fait je t'avais follow sur ton ancienne chaîne, mais je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Tu es devenu Déclic, mais je sais pas pourquoi. Alors, pas du tout. Je ne suis pas devenu Déclic. Je vais t'expliquer ça, il n'y a rien de très compliqué. Donc, effectivement, tu as dû me connaître sur ma chaîne Anto par le web, qui est une chaîne qui existe par ailleurs, hein, toujours, mais qui est plutôt en sommeil en ce moment. Puisque donc c'est ma chaîne perso. Et donc là, maintenant, je travaille en fait pour une agence qui s'appelle PicBeam, qui est une société, enfin c'est une agence digitale en fait. On fait des sites basés sur une façon de construire, on va dire, les sites qui s'appellent la Jamstack. Et donc l'idée c'est que PicBeam m'a contacté pour lancer effectivement ce média qui s'appelle Déclic et qui a pour vocation, on va dire, d'apporter de l'information pour les personnes du milieu du digital, du numérique, pardon. Donc ça, on va traiter, voilà, de développement web, du UI, du X, de social media, un peu d'e-commerce, voilà, ce genre de sujet pour essayer de vous tenir un peu au courant. On fait pas mal d'interviews aussi, assez régulièrement. Voilà, tout ça est fait en direct en règle générale. Et puis ensuite, voilà, comme tu peux le constater, je vais te montrer ça rapidement. On a une chaîne YouTube sur laquelle on va poster ensuite pas mal de contenu si tu veux le regarder plutôt en différé, parce que voilà, il y a des gens qui sont pas forcément adeptes du live. Donc voilà, on a une chaîne qui a passé les 1000 followers récemment. Et on poste pas mal, notamment les interviews. Tu vois, on a reçu Graphicart, on a reçu Basti UI. On a reçu Decathlon également qui est venu nous parler de design system. On a reçu Shubham Sharma récemment. Enfin voilà, pas mal de gens comme ça qui viennent nous parler un peu de sujets qui nous concernent. Hello Mr. Glocks, merci beaucoup de souscrire à un abonnement tiers de niveau 1. Coucou à toi, très content. Merci beaucoup Glocks de contribuer à la chaîne, c'est très très gentil de ta part, merci. 4e mois en plus, 4 mois consécutifs, bravo. J'espère que tout va bien pour toi en tout cas. Le Dauphinois qui met, ah oui d'accord, c'est cool ça, donc tu traites les actualités web en général. Ouais c'est ça, voilà. Sur la chaîne Déclic vraiment, alors on est plusieurs, on est 4 personnes à intervenir actuellement. En background il y en a un petit peu plus, il y a une ou deux personnes aussi qui interviennent notamment sur voilà, pour pouvoir faire la création d'assets, ce genre de choses. Mais en gros, voilà, on a une petite équipe et donc moi, j'interviens plus sur la partie animation de la communauté, on va dire, et stream essentiellement. Donc voilà. Ah oui, cool, je me rappelle que tu faisais des interviews en effet. J'en faisais, alors voilà, sur la chaîne Anto par le web, c'était plus orienté web créatif, hein, c'est vraiment un sujet beaucoup plus de niche. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus généraliste, effectivement. Ça va nickel 5CB, merci beaucoup Glox en tout cas pour ta contribution. Voilà, donc les articles collaboratifs, bon, je pense qu'on n'a pas beaucoup plus à dire. Qu'est-ce que j'avais noté après? Ah oui, j'avais surligné ça aussi. Notons que les experts pourront obtenir un nouveau badge Community Top Voice associé à leur domaine de compétences qui apparaîtra sur son profil LinkedIn. Actuellement, la fonctionnalité n'est accessible qu'à quelques experts privilégiés. Voilà un peu. Et Benta qui claque son prime, merci beaucoup Benta. Wouh, ce matin c'est la folie. C'est la folie. Et bien Jeff Bezos te remercie évidemment de claquer ton prime sur la chaîne Déclic. 4e mois d'abonnement Benta, ça commence à faire, hein, ça commence à faire pas mal. Merci à toi. Voilà, donc du coup les amis, j'ai trouvé ça assez brillant. Je vous ai gardé cet article un peu pour pas à la fin mais pas loin. Parce que je trouve ça très intelligent tout simplement. Et donc à voir comment est-ce que ça va évoluer ces petits articles collaboratifs. Est-ce que la sauce va prendre ou pas? Cœur sur toi également Benta, merci beaucoup, merci. Trop d'amour ce matin. Ouais, je vois qu'on est 598 followers en plus les amis, on est presque 600 là. S'il y a des gens qui sont pas abonnés, il nous manque 2 personnes et on passe la barre des 600, donc n'hésitez pas. Ça fera plaisir de bon matin
Et ça me requinquera, moi qui a ma voix encore un petit peu fatiguée par cette méchante grippe. Alors, on va conclure les amis sur un dernier article de Numérama, quelque chose d'un peu plus large du coup. Je vois 601 personnes personnellement. Ah bah alors attends, mais oui évidemment, parce que j'ai pas rechargé. Ah effectivement, j'ai pas rechargé ma page. Et ben voilà, on a passé la barre des 600. Bravo à tous, merci beaucoup. C'est très très cool. Ah non mais moi j'ai toujours 598. Bon, on va pas chipoter, on est à peu près à 600 les amis, c'est cool. On est nombreux, c'est cool, c'est cool. Donc du coup, on va conclure sur ce dernier article. Alors, il y a les pour, il y a les contre. Vous me direz dans le chat qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes OK avec ça ou pas. Votre smartphone pourrait remplacer votre permis de conduire. Bon, moi j'ai envie de dire, c'est un secret de polichinelle, hein, parce que, encore une fois, on avait déjà parlé un petit peu de ça sur la matinale, sur des matinales précédentes. La carte vitale, notamment la e-carte vitale, qui est un projet concret, hein, qui voit le jour. Donc potentiellement votre carte vitale va être dématérialisée, pourquoi pas le permis. En tout cas c'est le sujet qui est abordé par cet article de Numérama. Et qui dit la chose suivante: la Commission européenne défend la mise en place d'un permis de conduire numérique qui sera dans votre smartphone. Celui-ci doit être délivré par défaut dans quelques années, mais ne sera pas obligatoire, ne vous inquiétez pas. Enfin, pas obligatoire dans un premier temps, hein, mais on sait tous comment ça va finir. Le bon vieux permis de conduire au papier rose disparaîtra dans 10 ans, remplacé par son équivalent européen. La transition est déjà en cours, toutes les personnes ayant eu l'examen du permis de conduire depuis 2013 l'ont. L'objectif, homogénéiser les titres sur tout le continent et mieux lutter contre la fraude. Alors, je ne sais pas s'il y a des experts du permis de conduire et des amendes, mais il me semble qu'il existe une espèce de système où j'avais entendu notamment des amis qui étaient de nationalité, je crois que c'était des Portugais, et en gros quand ils prenaient des amendes en France, en fait déjà ils n'avaient pas de système de points comme chez nous, donc ils s'en fichaient un peu, et l'amende, enfin je sais plus, il y avait une espèce de bis comme ça, donc en gros je pense qu'il y a des gens qui jouent un peu comme ça sur les différentes nationalités et qui s'en servent en fait à des fins de avoir des excès de vitesse free et sans trop de conséquences, on va dire. Donc voilà, le but c'est vraiment de lutter contre ça et lutter aussi contre la fraude, hein, évidemment, la fraude de permis de conduire, et essayer d'avoir une meilleure traçabilité et du coup d'éviter les faux permis. Donc d'ici à 2023, vous ne mettrez peut-être pas plus la main sur ce permis de conduire. La Commission européenne a exprimé le souhait de voir émerger un permis de conduire numérique que l'on stockerait sur son smartphone ou sur une tablette, en lieu et place du permis physique dans le portefeuille, un permis de conduire dématérialisé sur Android et iOS. J'imagine qu'il doit y avoir d'autres OS, parce qu'on parle d'iOS Android, mais je pense que ça sera compatible sur à peu près tout. L'orientation proposée par Bruxelles figure dans la présentation de sa proposition de mise à jour des textes en vigueur sur le permis de conduire et les échanges transfrontaliers d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière. Ce permis numérique aurait les mêmes caractéristiques que son équivalent papier, en étant valide dans toute l'UE. Donc voilà, il y a cette notion d'uniformisation et de faire en sorte que tous les pays soient en accord en fait et ce permis en fait qui soit valable et pris en compte. Le dauphinois, cool, les données du permis vont être envoyées à Apple et Google, exactement. En fait, d'un côté, tu te dis, bon, tu peux pas faire autrement, le côté digital étant... le phénomène de digitalisation étant extrêmement fort, voilà, dans un souci de praticité, dans un souci de plein de choses, même au niveau des démarches. Je pense que ça irait beaucoup plus vite grâce à ça. Mais de notre côté, on te parle de RGPD, de choses comme ça, et tu vas foutre tous tes papiers officiels en numérique. Bon, ça interroge, c'est un débat qui est pas simple. Je vais me mettre au cheval, du coup. Ça va pas être pratique hein, quand même. Hein. Je pense qu'en matière de déplacement, ça viendra aussi avec son lot de contraintes, hein, je t'assure. Mais tu sais, il serait capable de faire un permis cheval hein, si tout le monde s'y mettait.
Alors, la mise en place d'une version numérique du permis de conduire permettrait, selon Bruxelles, de faciliter les démarches administratives en cas de remplacement, de renouvellement ou d'échange, étant donné que toutes les procédures se feront en ligne. En France, c'est déjà le cas, mais ce n'est pas systématique dans tous les pays de l'Union. Pas de permis, pas de problème. Ouais, c'est une autre façon de voir les choses. Ouais. Vivons dans le risque et l'illégalité, mais je sais pas combien de temps ça va tenir, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Sans aucun doute. Bah ouais, le permis cheval, bientôt dans les stores. Le permis de conduire européen numérique sera-t-il obligatoire? Alors, lorsque le permis de conduire européen numérique sera en place, la Commission souhaite en faire le document par défaut pour tous les conducteurs et conductrices. C'est donc lui qui sera distribué en priorité. Après une période d'adaptation dont la durée n'est pas encore fixée, néanmoins, il sera possible de solliciter l'obtention du permis de conduire européen en version papier. Dans le cas des personnes ayant déjà un permis de conduire européen, il devrait être possible de solliciter sa déclinaison dématérialisée le moment venu, mais ce ne sera pas obligatoire. Quant aux personnes ayant un permis de conduire de couleur rose, une procédure de remplacement doit avoir lieu avant 2033 afin de convertir le titre dans sa nouvelle version. Alors ça, je suis un peu dégoûté parce que je fais partie, je pense, des dernières générations qui ont eu la version papier du permis de conduire, et je pensais qu'on pouvait continuer comme ça, et visiblement prochainement on va être invité à convertir un peu tout ça, donc c'est un peu dommage, on va devoir passer en numérique. Voilà, donc bon, ils sont assez prudents, je pense, en termes de communication. Ils disent que c'est pas obligatoire, machin, mais on sait tous très bien comment ça va se finir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça va être mis en place, ça m'étonnerait qu'ils mettent beaucoup de moyens pour juste dire allez-y si vous en avez envie, mais voilà. Une fois que tout le monde sera habitué à tout ça et que ça ira bien, tout va passer en numérique. Je pense que c'est un peu le plan. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais à mon avis, peu de chances qu'on y réchappe.